Hello, hello from Tel Aviv. Quelle heure il est? Attends, j'enlève mes lunettes pour regarder l'heure. On est le 13 mars. On est vendredi 13. Oula. Ouais. On est vendredi 13, on est à Tel Aviv, il est 13h et il y a la guerre avec l'Iran. Et on n'a toujours pas eu d'alarme ce matin et on a pu dormir cette nuit. Je touche on touche du bois. Pourquoi tu dis ça? Donc, vous êtes de retour dans le podcast de Shana et Roni pour une discussion sur Israël de l'intérieur. Une voix qui nous manquait de la gauche sioniste, de personnes qui aiment Israël et qui sont prêts à critiquer son gouvernement et les choses à faire pour que ça aille mieux. On est en temps de guerre et on a beaucoup de choses à discuter. Rien que le fait que tu dises la gauche sioniste... Ça te fait mal? Il y en a, ça doit leur faire... Parce qu'ils se disent... Parce que la gauche, tu vois, c'est la gauche. Et les sionistes, c'est le contraire de la gauche. Ah bah non. Bah tu vois, et toi tu dis la gauche sioniste et les gars ils sont chez eux, ils se disent mais bordel, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir en discuter, c'est un bon début. Comment s'est passée ta semaine? Je sais pas si vous le savez, mais nous ici, il y a les missiles. On n'est pas si, on sait pas. Si vous êtes au courant qu'il y a une guerre mondiale dans notre quartier. Quand tu es à Clichy-sous-Bois. Ouais. Je pense qu'ils ont. Ouais. Bon, alors tu le sais, mais tu le sens pas. Depuis la semaine dernière, il y a quand même eu une escalade phénoménale. Israël est rentré boots on the ground au Liban. Il y a des missiles qui ont fait des morts, et donc en Israël et ailleurs. Et on va débriefer tout ça parce qu'on dort plus, donc on s'excuse d'avance si. On a du mal à trouver nos mots aujourd'hui. Ça fait quand même donc 13 jours, 14 jours qu'on est en guerre. 14, ouais, ça fait 14. Parce qu'on avait commencé Shabbat. Ouais. Enfin, on avait, ouais. Voilà, donc on va faire le débrief. Et aujourd'hui, donc la semaine dernière, on était vraiment en émission panique à bord. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins la panique. On va vous raconter tout ça. Mais on voulait aussi parler de ce qui se passe dans la société israélienne, de ce qui se passe dans la politique israélienne. Et il y a du balagan, du bordel. Ouais, c'est moins la panique parce que je pense qu'on s'habitue au bout d'un moment. La grande résilience du peuple israélien. C'est pas, tu vois, tout le monde parle de résilience, mais je pense que c'est pas vraiment de la résilience. Pourquoi? Je pense que, enfin, ouais, tu vois, ça fait bien de dire, ouais, on est résilient et tout ça, mais en fin de compte, tu t'habitues, c'est tout. C'est juste le fait de vouloir vivre ta vie, quoi. Toi, tu dis que c'est plus un mécanisme de survie que de la résilience. Ouais, c'est au bout d'un moment, tu t'habitues à avoir, je sais pas, en gros, il y a une dizaine d'alertes par jour. Sur 24 heures, on va dire qu'il y en a une toutes les 2 heures, en gros, hein, si tu fais les statistiques. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, bah, tu l'intègres à ta vie, quoi. Parce que tu peux pas être en mode surviving mode tout le temps. Et comme il n'y a rien... déjà, tu peux pas te barrer. Faut le dire. Ouais. Faut le dire. Parce que encore une fois, si par exemple on était à Paris ou peu importe, on était dans une grande ville européenne, donc le réflexe c'est bon, on se barre. Et puis on laisse les soldats, les hommes qui restent sur place, on va dire, excuse-moi, pour les femmes qui veulent rester combattantes, il n'y a pas de problème. Enfin, les gens qui veulent rester, mais bon, on évacue les vieillards, les enfants, tout ça, généralement. Hein, ouais. Et voilà, et tu prends un train et tu traverses une frontière et tu y es. Mm-hmm. Tandis qu'ici, c'est très compliqué parce que dès que ça commence, tout ce qui est vol pour sortir d'Israël, toute la zone aérienne est fermée puisqu'il y a l'armée de l'air, il y a les missiles et tout ça, donc tu peux pas vraiment monter dans un avion. Et puis en plus, toutes les compagnies aériennes extérieures arrêtent évidemment leur vol sur Tel Aviv. C'est pas que les pilotes français ou anglais ils veulent venir atterrir à Tel Aviv quand il y a des missiles. Donc en fin de compte, et puis bon, par terre, tu peux pas te barrer. Tu vas pas te barrer en Syrie. Oui, il faut rappeler que donc au nord on a le Liban, ensuite la Syrie, ensuite la Jordanie.
On pourrait, on a un on accord de paix avec la Jordanie, mais la Jordanie est aussi je ne sais pas s'il y a des vols en Jordanie, parce qu'eux aussi, ils ont... Non, en Jordanie, non, mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu des missiles aussi en Jordanie. Il y a eu des vols par Sharm el-Sheikh. Ouais, donc au sud, en Égypte. Donc imaginez-vous, donc il faut arriver de n'importe où vous êtes en Israël, aller jusqu'à Eilat dans le sud. Ouais. Il y a eu une alerte ce matin à Eilat. Donc il faut aussi espérer qu'on puisse arriver à faire ces 5 heures de route jusqu'à Eilat, en partant de Tel Aviv ou du nord d'Israël. On descend, on arrive à Eilat. Ensuite, on traverse la frontière vers l'Égypte. Rien que ça, traverser la frontière égyptienne, c'est une épopée. Tu ne peux pas la traverser en voiture. Tu peux la traverser en voiture. Il faut laisser les voitures. Donc il faut passer la frontière, ensuite trouver un moyen, donc un taxi, qui va nous emmener jusqu'à Taba ou aller jusqu'à Sharm el-Sheikh, donc faire, je crois, 4 ou 5 heures de voiture, et de Sharm el-Sheikh, donc pouvoir prendre un avion pour aller n'importe où. Et on m'a aussi dit qu'il y avait aussi eu quelques petits vols de Haïfa. Maintenant, il y a un aéroport à Haïfa. Et donc, il y a eu quelques vols qui sont partis à Larnaca, à Chypre, mais apparemment, il n'y en a plus. Il y en a quelques-uns. Là, cette semaine, ils ont recommencé certains décollages de Tel Aviv. Donc, c'est El Al, Air Israël. Enfin, c'est 200 personnes par jour. Oui, c'est 100 personnes par avion. Non, c'est 70 personnes par avion. Et c'est, je crois, 3 avions. Donc, c'est très sporadique. Et puis, en plus, s'il y a une alerte au moment où tu dois décoller, le vol est annulé il n'est pas rebooké. Donc, c'est annulé, quoi. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, je pense, c'est qu'on est le seul pays, je pense, au monde, on peut le dire, où, en temps de guerre, la logique serait de partir. De se barrer. On est d'accord. Et les Israéliens font tout pour revenir en Israël. On l'a vu le 7 octobre, on l'a vu en juin avec la première guerre avec l'Iran, et on le voit encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose... On va laisser une petite seconde aux gens pour prendre ça en considération. On est au centre, on est la cible d'attaque de missiles balistiques. On ne dort plus. Le nord est attaqué aussi par le Hezbollah avec des centaines, non pas des dizaines, des centaines de missiles. Et les Israéliens qui pourraient être bloqués donc, en Thaïlande à la plage ou à Londres font tout pour rentrer et venir en Israël. Donc, il y a un terme israélien qui s'appelle Tissot Rilut, donc les vols de rescue, les rescue flights, on va dire en anglais. Ouais. Et donc, pour ceux qui entendraient ça, ils devraient se dire, bon, les rescue flights, c'est pour sortir. Et en fin de compte, non, dans la logique israélienne, les rescue flights, c'est pour rescuing les gens qui sont à l'étranger et qui n'ont veulent pas rentrer au quotidien, et on va les ramener, on va les sauver d'une normalité. Et donc, tu as El Al, Arkia, Israël qui s'organisent pour pouvoir faire atterrir et pour pouvoir rapatrier les gens qui sont se retrouvés au ski. Ou sur les îles en Thaïlande. Donc voilà, il faut quand même aller les sauver, ces gens-là, de leur nuit paisible et de leur absence de danger. Donc, hier, 600 Israéliens ont été donc rapatriés de Dubaï et d'Abu Dhabi. Donc c'est les gens, ça faisait 2 semaines, donc depuis le début de la guerre, quand la guerre elle a commencé, parce que, encore une fois, ça aussi peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, les compagnies israéliennes volent, quand ils volent à l'Est, quand les Israéliens veulent aller à l'Est, c'est-à-dire Thaïlande, Japon, Vietnam, tout ça, généralement, il y a un leg ou à Dubaï ou à Abu Dhabi. Et donc, t'as Air Dubaï, Emirates, Etihad, qui font des vols Tel Aviv, Abu Dhabi, Tel Aviv, Emirates et tout ça. Alors ça, c'est les accords d'Abraham, évidemment. Et donc, le jour où la guerre a commencé, il y a des gens qui étaient en leg, qui rentraient, on va dire, du Japon, ou qui allaient, qui étaient en connexion pour aller en Thaïlande et tout ça, et ils se sont retrouvés pris dans l'aéroport. Et ils étaient là depuis le début de la guerre, et ils ont été rapatriés hier. C'est vrai ? Oui, et ce qui est sympa, enfin intéressant à savoir pour la petite histoire, c'est que les Émirats et Abu Dhabi, ils les ont logés dans des grands hôtels à leurs frais. J'ai même entendu qu'ils payaient les vols de retour. Oui, parce qu'il y a ce truc dans l'islam où quand tu es invité chez quelqu'un, et donc pour eux, si tu es sur leur terre et que tu es là, donc tu es un invité, et ben, tu es pris en charge.
Et ben donc leur gouvernement prend les Israéliens mieux en charge que notre propre gouvernement. C'est clair. D'ailleurs, je pense on doit parler de ça. Moi, je suis énervée, catastrophée, à la fois pas étonnée malheureusement par l'absence de préparation du gouvernement israélien. C'est comme si à chaque fois, c'était non, la mais première en plus, fois. Tu vois, je me disais, en fait, c'est comme si, je sais pas, on était en Suède et on s'attend pas à ce qu'il y ait une guerre. Mais alors déjà, en plus, je pense que la Suède, pour le coup, ils ont un plan, si jamais ils sont attaqués, meilleur que le nôtre. Et nous, notre gouvernement, donc qui crée ces guerres, qui attaque, on est dans l'offensive, c'est-à-dire on n'est pas attaqué par surprise. Les deux guerres avec l'Iran, c'est nous, là en l'occurrence avec les Américains, qui avons... c'est nous qui déclenchons, on va dire. Voilà. Et donc, comment c'est même possible que mais ces c'est pas gens... nous qui commençons la guerre, juste pour le dire. Non, c'est pas nous qui commençons la guerre. Vas-y, continue, excuse-moi. Mais c'est nous qui débutons l'offensive, en tout cas tactique, à ce moment-là. Et je me dis, en fait, donc, comment... j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est pas que ça me paraît trop gros en fait. Comment tu peux être un gouvernement, donc des ministres qui sont censés être payés par nos impôts pour s'occuper de nous? Le gouvernement avec le plus de ministres de l'OECD. Oui, alors là on est à combien? 38? Ouais. 38. Pays de 10 millions de citoyens, pour le rappeler, juste pour le fun. Ouais, 38, ouais. Et donc, tu te dis comment c'est possible. Donc, juste pour que vous compreniez, aujourd'hui, donc, ça a pris, je crois, une semaine pour qu'il y ait le début des cours sur Zoom pour les élèves, pour les enfants. Ce qui, en plus, c'est n'importe quoi. Il y a, je crois, 70% de la population israélienne qui n'a pas d'ordinateur ou d'Internet ou les infrastructures nécessaires pour suivre ces cours en ligne ou en tout cas ces activités en ligne pour les enfants. Donc, le gouvernement n'a même pas mis en place, alors qu'il y a eu le Covid quand même, hein. Donc, il n'y a même pas eu de changement par rapport à ça. Donc, les enfants, on leur dit il faut continuer à aller à l'école, entre guillemets. Donc, on fait ça à distance, même s'ils n'ont pas les ordinateurs ou les téléphones des parents. Et les parents, donc ça, c'est quand même incroyable, on leur dit vous devez retourner travailler. Ça fait déjà presque, je crois, là, depuis le début de cette semaine. Donc, depuis dimanche, on nous dit vous retournez travailler. Le gouvernement ne va pas vous payer d'indemnité. Donc, vous devez retourner travailler si vous voulez. Et si vous avez des enfants de moins de 14 ans, vous pouvez vous mettre en congé sans solde. Donc, vous pouvez en fait... donc un des parents. Et donc, enfin... Je sais pas vous pouvez retourner travailler. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils ont dit retourner travailler. Et là, il y a le Picouda Oref. Donc, comment on dit Picouda Oref? C'est au sein de l'armée, le département au sein de l'armée qui s'occupe de la préparation des civils. Ouais. Au temps de guerre. Ok, donc ces gars-là, ils leur ont dit non, bah non, ça va pas se passer comme ça. On est encore vraiment en high alert. Il y a les attaques et tout ça. Et donc le gouvernement, ce qu'il a dit, voilà, putain. Bon, là cette fois-ci, on va couper. Tu vois, non, on refait comme la dernière fois. Déjà. Bon, c'est moi, hein, c'est vendredi 13, j'ai porté l'œil avec mes trucs de dire qu'on n'avait pas eu encore. Donc ça, comme on l'a dit, peut-être pour ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, c'est le bruit, donc l'alerte sur le téléphone, qui nous dit qu'on doit se rapprocher d'un endroit de antimissile. T'as vu comment ça me fait sursauter? C'est la normalité. Donc voilà, donc là on va quand même pas prendre notre temps et on va vous laisser, on vous retrouve juste après, une fois qu'on est all good. Ok. Il y en a qui n'ont pas l'air pressés. Ouais, on attend l'alerte. Non, on va descendre. Tu veux? Parce que on va descendre au moins 3 là. Il y en a, ils vont pas assez profond. Ils se rendent pas compte. En fin de compte, le danger, c'est le HEDF. Le souffle. C'est le souffle. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux descendre. Et surtout fermer les portes. Par exemple, là, cette nuit, il y a eu un missile qui est tombé sur un village dans le nord. Et tous les blessés, c'est le souffle. On est vendredi. Et donc, la semaine dernière, on avait fait ça, c'est jeudi, donc il y avait des gens dans les bureaux au-dessus de nous. Et là, c'est le week-end, donc les rues, ce quartier-là,
c'est vrai. C'est assez vide. Et ce bâtiment dans lequel on est, il est aussi vide. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a que nous. En direct de Tel Aviv. Vous n'avez pas l'information olfactive, mais ça sent le pipi, parce qu'on est dans... ça sent l'urine, parce qu'on est quand même dans... T'as plein de... J'ai du chocolat tout le temps. C'est de la réussite, comment on dit, c'est quand on mange par excès d'anxiété. T'en veux la moitié? Je te laisse prendre. Donc, entre la première alerte qu'on a reçue quand on était sur les téléphones et la deuxième alerte, les gens ont environ 7-8 minutes, on va dire, pour descendre dans un abri. Et donc, avec l'Iran, il vaut mieux être dans des abris comme là, vaut mieux descendre sous les bâtiments et pas rester dans les petits abris qu'il y a généralement dans les appartements, les chambres fortifiées. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 alertes. Oui, pour que les gens puissent avoir le temps. Et je vous laisse imaginer ce que c'est la nuit, quand vous êtes réveillé par ce bruit sur le téléphone et que les gens n'ont pas forcément d'abri dans leur immeuble ou chez eux. Et ils doivent aller dans la rue et ils ont effectivement 7 minutes pour arriver... avec les gosses. Avec les gosses, en pyjama, dans le froid, parce que malgré tout, il fait froid la nuit. Et donc, il y a des parkings où les gens, ils dorment dans les parkings. Ouais, des parkings. J'y suis allé au Dizengoff Center. Ah ouais, alors j'ai été voir. Ça donne quoi? C'est très chelou. Il y a des tentes dans le parking, il y a des matelas. Mais c'est dans le parking? Et oui, c'est dans le parking qui est sous le Dizengoff Center. C'est au minus, c'est au -3. Et donc, ils ont organisé, il y a des tables, il y avait quelqu'un qui chantait pour les enfants. Ok. Alors moi je suis allée dans le métro parce que j'étais dans la rue quand il y a eu une alerte et donc du coup je suis rentrée dans le métro et alors là je t'avoue que c'est tout un concept, c'est-à-dire moi ça m'a fait en fait quand il y a eu le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je suis allée faire du bénévolat dans un dans un camp de réfugiés ukrainiennes parce que c'était principalement des femmes. Et en fait, c'était des gens, tu vois, comme toi et moi, c'est-à-dire habillés comme toi et moi. C'était pas des pauvres gens, entre guillemets, c'était vraiment des gens qui avaient tout perdu. Et là, je t'avoue, je vais pas te mentir que là, ça m'a un peu donné cette impression parce que tu voyais les Tel Aviviens très hipsters avec leurs chiens, leur petite, leur petit pouch et tout. Et en fait, c'est ces gens-là qui se retrouvent en fait sans logis en quelque part. C'est-à-dire, ils ont sûrement leur appartement, mais ils ne peuvent pas y vivre parce qu'ils n'ont pas de solution. Donc en fait, ils y vont et tu les vois sur leur matelas avec leur sac poubelle à la place de valise parce qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de prendre leur valise, dormir et passer la journée à brancher, à être sur leur téléphone avec des enfants, des chiens. On n'a pas l'alerte là. Ouais. Parce que tu t'aperçois qu'on n'a pas l'alerte. Ça arrive de temps en temps. Et donc voilà, c'est ça qui se passe souvent la nuit. C'est que donc tu as la première alerte, donc tu n'as pas le choix, tu es obligé de descendre. Ouais. Et tu n'as pas la deuxième. Donc tu es là comme un con, tu attends. Puis donc tu remontes. Alors attends, là il y a... Voilà. Ouais. À l'israélienne. Et c'est de ça dont on parlait tout au début. Tu vois, quand tu avais dit résilience et tout ça, je te dis, au bout d'un moment, tu t'habitues. Tu t'habitues, ça fait partie de ton quotidien. Et puis tu te dis, bon, voilà quoi. Je vais au boulot, je vais faire mes courses. Moi, en venant ici, j'étais étonné, mais les rues de Tel Aviv étaient bondées de gens. Ah oui. Les cafés pleins. Donc il faut capter le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Tel Aviv, le vendredi, c'est... vous voyez, voilà, j'ai une très bonne comparaison pour les Parisiens. Vous voyez le premier rayon de soleil après l'hiver, les terrasses, ça c'est tous les vendredis. C'est ça. C'est ça. Je suis passé sur Shemkin. Une des rues... C'était plein. Principal. Ah oui, donc en fait c'est vraiment soit le houmous du vendredi, soit le café, on sort, il y a plein de gens qui sortent avec les bébés, les chiens, c'est vraiment un moment social et convivial et je pense que voilà, au bout de 14 jours tu t'habitues, c'est ça. C'est ça, et du coup les gens vont peut-être, je pense qu'ils ont pris une bonne habitude, c'est-à-dire quand ils arrivent à un café ou à un endroit, ils vont direct demander où est-ce qu'il y a l'abri le plus proche. Ils savent où est l'abri. Voilà, et des fois ça, je sais où c'est quoi. Tu sais que j'ai vu des cafés où c'est inscrit. C'est vrai ? Il y a une liste avec les noms des rues et les abris les plus proches dans le café. Voilà, donc... Je pense qu'on va remonter. Allez. Donc on sort sur Rothschild. Normalement, on est censé quand même attendre l'annonce sur le téléphone qui nous dit qu'on a le droit de sortir. Et donc, on a un peu fait les Israéliens, vu qu'il n'y a pas eu de sirène. S'il y avait une sirène, on aurait... Ouais, mais ça fait 10 minutes quand même. Donc, Mais 10 minutes, je crois que c'est plus...
Non, mais il n'y a pas eu de sirène et il n'y a pas eu d'interception au-dessus de nous. Donc on se dit, bon, on est quand même un peu des pros quand même, ouais, c'est sûr. On est un peu des Israéliens Ouais. quand même. Donc voilà, ça se passe comme ça. Pour ceux qui savent pas, pour qui connaissent pas, c'est donc voilà Donc imaginez ça. On va parler de Tel Aviv, entre 5 et 12 fois par jour, compte pris la nuit, enfin jour et nuit quoi. Il y a une application qui permet, selon où on vit, de vérifier combien de temps on a passé dans les abris. Je sais pas si tu l'as vu. Tu as vu? Non. Alors moi je l'ai fait et bon, c'était il y a quelques jours, mais en gros, je crois que c'était au 10e jour. J'avais passé 19h34 dans les abris. Juste en y allant et en ressortant, pas Ouais. en y restant. Si. 19h à être dans les abris, quoi. Ouais. Entre le moment où ils nous disent mettez-vous dans les abris et le moment où on a le droit d'en sortir. Et du coup, j'ai fait un petit calcul et c'est 8% de mon temps sur 10 jours, en fait, j'ai passé dans les abris anti-bombes. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si en pourcentage, ça veut dire quelque chose pour les gens, mais 20 heures de votre semaine qui est passée dans un abri. Moi, c'est un abri avec mes voisins. À 3h du mat, 8h du mat, 5h du mat, 23h30 et tout. Et en fait, à chaque fois, s'arrêter comme on l'a fait et essayer de reprendre le cours des choses. C'est épuisant. C'est pas que le fait d'y aller. Moi, c'est le stress. Parce que moi, y aller, pas y aller. Oui, bien sûr. Ce qui est épuisant pour moi, c'est d'être tout le temps. Moi, je suis tout le temps. En alerte. Je suis très en alerte. Tu vois, ça m'est resté de l'armée. Donc, je dors avec mes chaussettes, je suis habillé. Tu vois, je prends pas. Je suis genre en mode surviving mode du soir au matin. C'est vrai? Ouais. Donc je me dis, bon, est-ce que je vais prendre ma douche? Est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, combien de temps je reste? Et donc, Oui, la douche, c'est un grand truc. Et ça aussi, il y a une application. Tu l'as vu? j'ai posté un truc hier, j'ai appelé ça le dilemme de la douche. C'est-à-dire, explique-nous tout. Donc le dilemme de la douche. On vous avait parlé du sac, maintenant on vous parle de la douche. Le dilemme de la douche, pour moi, c'est... Déjà, c'est quand est-ce que tu vas prendre ta douche? Par exemple, là, il vient d'avoir une alerte. Est-ce que tu prends ta douche juste après l'alerte, oui. en te disant, ils vont pas en mettre une juste après, oui. alors que souvent, il y en a une après l'autre. Et donc, il y a un dilemme. Il y a un dilemme. Alors, tu dis, peut-être que j'attends encore un peu, et puis après, plus tu attends, et plus tu te retrouves entre deux alertes. Et combien de temps je reste dans la douche? Et est-ce que je peux me doucher s'il n'y a personne chez moi? Non. Parce qu'il faut, au cas où, j'entends pas le téléphone. Le deuxième truc, c'est à partir du moment où tu es dans la douche, donc généralement, la loi de Murphy, oui. Ça va t'arriver quand tu es dans la douche. Et donc, ça va t'arriver quand tu es dans la douche avec le shampoing sur la tête. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça arrive quand tu es dans la douche? Est-ce que tu as le temps de te rincer, de t'essuyer, de remettre tes vêtements et de sortir? Ou, et moi j'en ai vu souvent, tu prends une serviette et tu te barres. Ah oui, bah moi je les vois, les voisins qui sont sortis de la douche. Et plus tu es loin du bunker, et moins tu as de temps pour te rhabiller et tout ça. Oui. Et donc, les gens qui habitent dans un bâtiment où il y a un bunker en dessous, ça va, la question elle se pose pas trop. Mais les gens qui, par exemple, moi mon appartement, il est à 5 minutes, 4 minutes au bout de la rue, faut y aller. Donc c'est 4 minutes plus sortir de la douche et se rhabiller. Et là, commences... c'est un vrai enjeu. Alors sachez que pour ça aussi, maintenant les Israéliens qui adorent ce genre de choses, ont fait un site internet de prédiction qui utilise l'intelligence artificielle et les paris des gens. Et maintenant, il y a vraiment des gens qui parient sur le nombre de roquettes qu'il va y avoir, à quelle heure, quand est-ce qu'on peut aller se prendre sa douche. Et donc, c'est ça, tu vois, quand tu disais c'est pas de la résilience, je pense que le fait d'être capable de faire de l'humour, le fait d'être capable d'en parler avec une... évidemment que c'est aussi beaucoup de traumatisme intégré et tout, mais je pense que c'est quand même une force des Israéliens. Tu vois, je me disais ce truc-là. Sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement tous vu, c'est depuis le début de la guerre, il y a eu la fête de Purim, donc une sorte de bal masqué israélien, et carnaval. Et il y a eu beaucoup de vidéos très virales comme ça, d'Israéliens qui sont déguisés et qui dansent, ou qui font même un mariage dans les bunkers. Et pour nous,
évidemment que c'est une grande fierté et que c'est une force. Et depuis le 7 octobre, on a toujours dit on continuera à danser, on continuera à vivre. Et c'est une force énorme. Et c'est pour ça que les cafés, d'ailleurs, sont remplis en temps de guerre, alors que c'est impensable pour, je pense, n'importe quelle société. Mais je me suis quand même dit que ça donne aussi une image un peu... pas tout à fait réelle aussi de la vie en Israël. Je m'en foutiste un peu. Ouais, ou au Parce que final, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, bon, ouais, c'est pas tu terrible. te dis pas, on se prend Voilà. des centaines de missiles Voilà. sur la tête et des missiles qui sont faits pour nous exterminer. Tu te dis, en fait, et c'est ce déséquilibre aussi qu'on voit quand on compare les conflits avec Israël et qu'on compare évidemment le nombre de morts, malheureusement. Il y a toujours plus de morts à Gaza ou là où on tape, parce que Israël déjà met la vie en priorité absolue. Et je pense qu'il y a ce truc aussi où je sais pas, je me disais que de l'extérieur, ça donne l'image peut-être complètement disproportionnée, où on a l'impression qu'on n'en a rien à faire et que c'est pas vraiment une guerre. Et ça joue un peu dans ce narratif anti-israélien, de dire qu'au final, on invente tout, et les gens qui viennent dire qu'il s'est rien passé le 7 octobre, en fait, je trouve que pour les gens qui connaissent et qui nous écoutent sûrement maintenant, etc., il y a ce truc de se dire, et c'est magnifique cette force de vie. Et à la fois, j'ai parfois un peu l'appréhension que les gens voient ça et se disent en fait, Israël, ils font semblant d'être en guerre, mais il se passe rien, ils n'ont pas vraiment peur. Ils comprennent pas, tu vois, ce que tu disais, ton angoisse au quotidien, notre sentiment d'alerte, de pas pouvoir aller dormir, ceux qui ont des enfants, de pas savoir comment ça va se passer. Si les enfants, moi j'ai des copains, leurs enfants, ils sont petits, il y a des régressions, c'est-à-dire des enfants qui recommencent à faire pipi au lit, qui en mangent pas. Enfin, il y a des traumatismes comme ça, où en fait la force des Israéliens, elle est tellement incroyable que parfois on oublie que cette force, elle est en réponse à un traumatisme et à une angoisse terrible, en fait. Moi, je pense que, enfin, encore une fois, je pense que c'est une habitude, et ça fait partie on va dire, du système d'exploitation de l'israélien. Il y a un mode israélien que, par exemple... Genre mode avion, mais mode israélien ? Ouais, ça fait partie du state of mind israélien de it is what it is. C'est la réalité. Et souvent, moi, je le vis, même si ça fait quand même longtemps que je suis là, je le vis comme un Français qui regarde ça de l'extérieur souvent. J'ai un peu le regard du gars qui est « mais c'est quoi cette folie ?» Tu vois, parce que j'ai pas grandi en Israël. J'ai grandi en France et je suis arrivé plus tard. Et donc, toujours, je me dis « mais c'est pas normal. » Alors que pour les gens qui ont grandi ici, c'est normal. C'est la normalité, plus ou moins. Oui et non. Je pense qu'il y a quand même ce truc de ces dernières années, quand même, depuis... Regarde mes gosses. Ouais. Ils ont grandi là-dedans. Oui, mais ils ont grandi sous Netanyahou, dans une ère d'Israël où on fait la guerre et on fait pas la paix. Ok, ma fille, elle a 19 ans. Elle a grandi là-dedans. Elle s'est intégrée. Elle a grandi avec les alertes. Ouais. Ça fait ça la choque pas plus que ça. Mais c'est terrible. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est intégré, pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, il pourrait se dire, mais waouh, tu vois, ils en ont rien à foutre. Alors que, tu vois, c'est ça que... Alors, oui, c'est ça dont on parle. Ouais. S'il y avait une alerte tout d'un coup à Paris, les gens, ils seraient choqués, tu vois, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors que nous, à part les premiers mercredis de chaque mois. À part les premiers... Et tu sais que le mercredi, d'après le 7 octobre, j'étais à La Rochelle. Et il y a eu cette alerte. Et t'es paniqué ? Tu vois, mon fils, il m'a regardé. Je me suis dit, t'inquiète, c'est pas... C'est à La Rochelle, quoi. Tout va bien. Mais ouais, il y a ça. Évidemment. Et voilà. Et nous, moi, je reste tout le temps super... Je dors très mal. C'est pas que je dors pas, mais c'est que je dors, mais le moindre petit truc me réveille. Comme je te disais tout à l'heure, je reste habillé, je prends des douches vraiment à des heures. Par contre, quand je suis dans la douche, alors je prends mon temps. Parce que je me dis, ok, j'y suis. Ah non, moi ça non. Ah non, moi c'est la douche. Si j'y suis, alors j'y reste 10 minutes. It is what it is. Je suis déjà dans la douche, maintenant tout peut arriver. Donc Alors, c'est vrai, quand tu dis it is what it is, c'est marrant parce que les Israéliens, ils ont beaucoup d'expressions pour ça. C'est-à-dire les Français, je pense qu'on est spécialistes des expressions. Mais alors les Israéliens, ils ont un nombre d'expressions pour ce concept-là
Zemayesh, donc c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Yebeseder. Tout va bien aller, t'inquiète pas. No worries. Kahazé, c'est comme ça. Enmala Asot, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et en fait, il y a ce truc comme ça de... Minalla. Non, il y a un truc comme ça où je me dis, il y a quand même beaucoup d'expressions pour dire ce truc-là. Bon, comme tu dis, on s'est habitué. C'est comme ça. Ouais. Et donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, avant l'alerte, c'est comment c'est incroyable que le gouvernement soit pas prêt à... Et on parlait du système scolaire sur Zoom et tout ça, c'est franchement n'importe quoi. Et donc, ils essayaient de renvoyer les gens travailler en disant c'est bon, de toute façon, il y en a un. Si vous voulez, donc ce qu'il avait dit le ministre de l'économie, il avait dit c'est j'ai fait un plan pour ceux qui veulent. Et donc, c'est pas qu'ils disent aux gens d'aller bosser, ils leur disent si vous voulez, vous pouvez y aller, mais si vous n'y allez pas, ceux qui n'y vont pas, ils ne reçoivent pas les indemnités s'ils n'ont pas arrêté de travailler pendant au moins 14 jours. Et donc, c'est très compliqué pour les gens, par exemple, qui ont des employés et tout ça. Et pour des employeurs aussi. Et pour des petits business. Enfin, tout est fait, en fait, pour la priorité du pays, qui n'est pas de rendre la vie des citoyens la plus simple et la plus sécure possible pendant la guerre, de leur dire n'ayez pas de crainte, vous allez avoir de l'argent pour mettre de la nourriture sur la table, c'est-à-dire tout ce truc, en fait, il n'est pas de la responsabilité de ce gouvernement. Et ce qui fait qu'on vit vraiment un truc qui est complètement... lunaire. Ouais, pour moi, c'est... Parce que tu t'habitues à ce que de temps en temps, il y a un attentat, tu t'habitues à ce que de temps en temps, il y ait une alerte, un missile de la bande de Gaza ou qu'il y a un missile qui arrive du Nord. Ça, mon quai, c'est intégré. Tu sais que ça peut arriver, mais bon, ça arrive une fois. Et là, ce qui s'est passé avec cette guerre-là, c'est qu'on s'est habitué aux missiles balistiques. C'est-à-dire que ça a été intégré. Et donc, vous pouvez reprendre, vous pouvez... Faites comme si de rien n'était, et de temps en temps, il y a un missile balistique qui balaye un quartier, et it is what it is. Et c'est ça qui est de la folie. C'est plus de la résilience, là. Pour moi, c'est vraiment... On est passé dans un mode, c'est un peu... c'est too much. Parce que les missiles balistiques, c'est quand ils tombent, quand il y a un impact, c'est pas le petit truc. Non. Et moi, je veux qu'on continue de parler de ce thème-là, de notre gouvernement. Qu'on adore. C'est le bon mot. Donc, le gouvernement israélien, qui non seulement ne prend pas les mesures nécessaires pour nous protéger, nous sécuriser, etc., et dans une guerre qui, je pense, mettait tout le monde d'accord, on l'a vu d'ailleurs dans les sondages, les Israéliens étaient en énorme majorité pour cette guerre qu'elle trouvait juste. Avec le temps, avec le fait qu'on n'a aucune précision sur combien de temps ça va durer, on voit que les sondages commencent un peu à shifter et que les Israéliens commencent à se dire « Ouh là là là, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi le Hezbollah, on nous avait dit au Liban qu'il était capoute, pourquoi il n'est pas du tout capoute ? Pourquoi on renvoie nos enfants, on déplace les unités qui sont à Gaza, on les envoie dans le nord au Liban ? Qu'est-ce que ça va donner ? Pourquoi on attaque à Beyrouth ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, je pense qu'il y a cette question de quand est-ce que Trump va dire stop. Personne ne le sait parce que Trump est complètement imprévisible. On ne sait pas si Israël pourrait continuer et à quelle ampleur sans Trump. Et on a l'impression qu'on va rentrer peut-être dans une guerre d'enlisement, encore une fois, qui sert politiquement au gouvernement pour, on le sait, en temps de guerre, on a des excuses de sécurité nationale pour ne pas aller aux élections. Et donc moi, je voudrais qu'on parle pendant cette partie de plusieurs infos, je trouve hyper folles, qui sont liées à la politique. Donc, encore une fois, là, je pense qu'on rentre dans le vif. Hardcore, dans le fond. Voilà, dans une vision qui est une vision, et tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais je pense que moi, ce qui ne me donne pas ce calme nécessaire en temps de guerre, c'est le fait que, au fond de moi, je suis persuadée que, en tout cas au gouvernement, pas dans le salle et pas dans les renseignements, au gouvernement, le but numéro 1, c'est la survie de Netanyahou, la survie politique de Netanyahou et de ce gouvernement qui, selon tous les sondages depuis le 7 octobre, est incapable de former un gouvernement et une nouvelle coalition, donc qui tient à son siège à tout prix
pour ne pas lâcher leur budget. Et donc, ils sont dans un truc, dans un processus de survie politique. Et ils font passer aussi bien, ils essayent de continuer en temps de guerre, de faire passer le coup d'État judiciaire, là, leur réforme, pour anéantir la Cour suprême, les juges et en fait retirer toute l'opposition et à la séparation la séparation des pouvoirs, ce qui fait notre démocratie, donc renforcer l'exécutif à tout prix. Je rappelle qu'en Israël, c'est différent de la France, c'est-à-dire on n'a pas 3 instances qui sont différentes entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif. En Israël, la Knesset et le gouvernement, donc le législatif et l'exécutif, ne font qu'un. Et donc, en fait, le seul contre-pouvoir qu'on a, c'est le judiciaire. Et donc là, le gouvernement, depuis qu'il est au pouvoir en 2023, fait tout pour détruire la démocratie israélienne et empêcher donc le seul contre-pouvoir qui leur empêche de faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Eh ben, ils le font. Donc, cette semaine, on l'a vu, la Knesset, elle fonctionne, le Parlement israélien, il fonctionne aussi la nuit, il faut le savoir. Donc, c'est 3 jours, en gros, c'est 3 jours par semaine, et tant que les votes n'ont pas été finalisés, les députés ils restent toute la nuit à discuter et à essayer de faire passer leurs lois. Et donc en fait, il y a beaucoup de lois qui sont très problématiques, on va dire, qui font passer la nuit. Mais ça depuis toujours. Quand il n'y a personne, ouais. Quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de télé, quand il n'y a pas d'infos, quand il y a Twitter, personne ne parle de rien. Et donc, là, on est en fait dans une situation où le gouvernement israélien a jusqu'à la fin du mois de mars pour faire voter le budget d'État. Et évidemment, c'est un exercice où le gouvernement a besoin de la totalité de ses votes, de tous ses soutiens pour faire passer de la coalition. Et c'est le moment où la coalition, ils leur disent vous savez pourquoi on est avec vous ? Voilà. Et c'est le moment où on tire la couverture vers soi et où les extrêmes, donc on sait que le gouvernement israélien, le format, c'est on forme une coalition et donc on a des plus petits partis qui font un peu leur loi parce que les grands partis, donc en l'occurrence le Likoud, Netanyahou, a besoin des petits partis. Et donc ceux qui tirent la couverture vers eux, qui ne sont pas des tout petits partis pour autant, mais c'est donc les 2 partis ultra-orthodoxes et les 2 partis d'extrême droite ultranationalistes. Qui demandent pour rester au gouvernement de ne pas faire l'armée. Et en période de guerre, c'est incroyable qu'on en soit... Enfin, je ne sais pas s'il y a un pays où il y a ça. Ou en période de guerre, tu as des gars qui sont là, qui font partie du gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui dit, nous, on ne fait pas l'armée. On envoie vos gosses à l'opposition. On envoie vos enfants, mais les nôtres, non. Vos enfants et vos adultes, parce que là, ceux qui sont en réserve, c'est des pères de famille, c'est des mecs qui ont leur job, leur truc, et qui lâchent tout, parce que les gamins de 18 ans ultra-orthodoxes, ils sont soi-disant en train d'étudier la Torah en yeshiva, sauf que quand on regarde vraiment, on se rend compte qu'une énorme partie de ces jeunes ne sont même pas en yeshiva en train d'apprendre. Ils sont dans les rues en train de traîner. Et donc... et ils sont extrêmement, je dirais, violents dans leurs manifestations. Je voyais, il y a un chiffre qui a été publié hier avec, sur cette dernière année, 300 millions de shekels de réparation du vandalisme des ultra-orthodoxes sur le métro, le tram de Jérusalem. C'est-à-dire juste sur le tram de Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 300 millions de shekels. Et donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de partager un petit peu ce qui a été voté à la Knesset pour que vous vous rendiez compte de des priorités de notre gouvernement et que vous partagiez ce grand bonheur avec nous. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous. Hein, donc vous allez vous mettre dans l'ambiance avec nous. Donc en fait, grâce à la députée Nahama Lazimi, qui est assez exceptionnelle, je dois dire, et qui est une pro des budgets et qui met son accent aussi sur qui met l'accent sur les politiques socio-économiques. Elle se bat, elle est dans l'opposition, elle est dans le parti des démocrates de Yair Golan et elle a fait un discours exceptionnel à la Knesset. Et donc j'ai tiré les informations, je les ai évidemment vérifiées, même si je lui fais confiance, mais j'ai vérifié les informations et donc on va vous partager quelques informations. Donc pour faire passer ce budget avec les extrémistes du gouvernement qui tirent la couverture et qui demandent plus d'argent, donc des budgets de coalition, c'est-à-dire en fait c'est des sommes qui sont un peu laissées vides dans un budget et que les partis de la coalition peuvent se diviser. Voilà, avec les valeurs de la coalition. Donc nous, on était au gouvernement, je peux vous le dire. Moi, je travaille au gouvernement avec Yair Golan. Nous, on a utilisé ces budgets de coalition pour renforcer
par exemple, les coopératives pour faire baisser les prix des supermarchés. On a fait développer l'éducation sur la coexistence. On a investi ça pour développer justement les protections et les bunkers dans la périphérie. On a mis de l'argent pour développer l'accès aux soins médicaux dans la périphérie. Et eux, donc voilà, ils n'ont évidemment pas les mêmes priorités. Donc en fait, ils ont coupé 187 millions dans l'éducation, 100 millions dans la santé, 92 millions dans les services sociaux, 44% dans les initiatives pour renforcer l'emploi précaire, pour faire baisser l'emploi précaire, 60 millions dans la science et la culture, 50 millions dans l'enseignement supérieur et au total, une coupe de 533 millions de shekels qui est censé nous aider et en particulier 150 millions, et alors là, c'est quand même la folie, voilà, j'en perds le micro, 150 millions, Ronnie, qui a été retiré de la reconstruction du Nord, qui vote principalement pour Netanyahou. On leur a retiré 150 millions pour... Maintenant, on passe sur la partie... Sur quoi ça a été sur les priorités de notre gouvernement. 55 millions pour renforcer l'étude de la Torah et les valeurs ultra-orthodoxes à l'étranger, il faut ce qu'il en diaspora. Il faut ce qu'il faut. 50 millions pour développer les garderies d'enfants dans les réseaux ultra-orthodoxes. Renforcement... parce que c'est... Oui, mais... Vas-y. Tu le dis pas, mais c'est parce qu'ils sont toute la journée... ils étudient. Mais qui donc? Donc, faut bien que quelqu'un garde les enfants pendant qu'ils étudient, ces gens-là. Alors, un truc intéressant, c'est que vraiment, les femmes ultra-orthodoxes travaillent beaucoup plus, pas autant que les femmes libérales, mais elles travaillent parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles travaillent plus. On est presque à 50%, mais on est quand même très bas. Mais elles travaillent, elles ont des vrais jobs, quoi, parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix, malgré qu'elles ont les subventions les plus élevées de tout le pays. Donc, voilà, renforcement de l'identité juive au sein du ministère des implantations. 56 millions de shekels. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que ça aussi, tu vois, tu le dis, mais t'expliques pas. Vas-y. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les implantations, mais ils n'ont pas la juiverie en eux. Tu vois, il faut leur expliquer pourquoi ils sont dans ces implantations. À Hebron, à Maale Doumim, et donc... Et il faut surtout leur dire que l'identité juive, c'est... les implantations. Parce que c'est des gens qui sont là par hasard, ils ne savent pas des fois où ils sont. À part ça, il y a eu aussi... Donc 55 millions, c'est pas beaucoup quand tu penses. 55 millions de shekels pour renforcer l'identité juive. C'est un truc de fou. Attends. C'est du vol, en fin de compte. Enfin, je rigole. C'est du vol. Bien sûr, c'est du vol. Bien sûr, c'est les budgets de notre santé, de notre éducation. Ce qui est incroyable, c'est que pendant que ces millions... ils sont pris pour des trucs qui sont complètement... c'est de la folie, quoi. C'est vraiment... En fin de compte, c'est du vol pour pouvoir rester au pouvoir. C'est-à-dire que Netanyahou accepte de leur donner ce bakshish, qu'ils appellent ce qu'ils appellent, mais en fin de compte, ils se foutent de l'argent dans les poches. Il accepte ça pour rester au pouvoir. Bien sûr, c'est complètement corrompu. Et ils savent pertinemment au Likoud que s'ils refusent, demain, il n'y a pas de gouvernement parce que ces gars-là, ils ne sont pas avec eux parce qu'ils les adorent. Ils sont avec eux parce qu'ils sont payés. Et Netanyahou a besoin d'eux, donc il accepte tout. Et ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que les gens qui sont les premiers à pâtir de ça, par exemple, tu prends une ville comme Kiryat Shmona qui vote, je ne sais pas, à 80-90%. À la frontière du Liban. À la frontière du Liban, qui est tout au nord, qui a été détruite. Pilonnée pendant les 2 dernières années par le Hezbollah et qui se retrouve encore une fois, là, en ce moment, sous les missiles. C'est une ville qui vote Likoud, je ne sais pas, à 80, je n'ai pas les chiffres, mais c'est une ville likoudite. L'argent qui est pris, elle est prise à eux. Tu disais tout à l'heure construire des bunkers et tout ça. Où ? Dans le nord, bien sûr. Dans des villes comme Kiryat Shmona, où il n'y a pas beaucoup de bunkers, il n'y a pas beaucoup de mamad et tout ça, c'est eux qui s'en mangent le plus. Et ces gars-là qui continuent à voter, je sais pas, c'est un virus. C'est comme les zombies, tu vois, t'es pris par le truc, tu sais. Enfin, non, mais c'est un truc de fou. Parce que c'est pas que ça fait 1 an ou 2 et qu'ils se disent « Ouais, mais il va changer, ils ont promis l'année prochaine. » Ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que le gars, il leur promet
Monsieur sécurité, Mar Bitachon, je vais tous les aplatir sans moi, vous allez vous retrouver sous les roquettes du Hezbollah. Et pendant 20 ans, ils se mangent les roquettes, et là on a les missiles de l'Iran et tout ça, et les gars ils continuent à voter en disant ouais mais s'il y a pas lui, qui y aura derrière? C'est fou. Un virus. Pour moi c'est un virus. Je sais pas comment. De cerveau. Mais c'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre en fait. C'est-à-dire on n'a pas forcément d'explication. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de cette vision du chef comme ça, du manig, du leader qui mène et en quel on a confiance. Et en fait, on va toujours trouver des excuses autres. Par exemple, je voyais une vidéo, une femme qui habite dans le sud, donc qui depuis 15 ans se tape les missiles le 7 octobre et tout. Et le mec lui demandait pourquoi... est-ce que vous allez encore voter pour Netanyahou? Alors elle dit évidemment il n'y a personne d'autre comme tu dis, et il lui dit mais le 7 octobre vous avez pas, enfin vous sentez en sécurité, et elle lui dit mais quel rapport Netanyahou avec le 7 octobre? La gauche est responsable. Alors c'est même pas la gauche est responsable et c'est Rabin, c'est la faute à Rabin, tout ça. Ma Akacher Netanyahou, quel lien? Pourquoi ta question, elle met dans la même phrase Netanyahou et le 7 octobre. Ouais. Et là, tu te dis, non mais... Parce qu'ils ont réussi à les convaincre qu'en fin de compte, ils n'étaient pas responsables. Ils sont responsables que des victoires, jamais des défaites. C'est-à-dire... C'est dingue, en fait. Il y a un moment où tu te dis... Tu sais, je me dis, en fait, les Israéliens, pour ceux qui connaissent, ils ont ce truc qui s'appelle Freier. C'est-à-dire, tu fais tout pour pas te faire avoir. Ouais. Tu veux pas être le mec qui paye 2 shekels de plus. Pour tout. Donc tu négocies. Donc tu as l'impression qu'on vient toujours pour t'avoir, quoi. Donc les Israéliens, c'est pour ça qu'ils conduisent comme des tarés. C'est pour ça, en fait, ils sont pas prêts à laisser une priorité. Ils sont pas prêts à se faire avoir. C'est pas cordial, quoi. Et si tu regardes le gouvernement israélien, comment il nous traite, comment, comme tu dis, à quel point on se fait avoir sur tout. Mais nous, on se fait pas avoir parce qu'on le sait. C'est pas eux, ils se font avoir. Mais non, parce que tout savoir. Toi, tu sais que toi, tu te fais, voler. Mais eux aussi. Oui, mais eux, ils se font voler en croyant qu'ils se font pas voler, et donc ils se font avoir. Eux, ils votent pour ce gars-là. Toi, tu votes pas pour lui.Eux, ils le choisissent. Oui, mais je te dis, donc pourquoi, en fait, on accepte, ou ils acceptent, je sais pas, mais c'est quoi comment c'est possible que ce soit si fort, pour ceux qui connaissent les Israéliens, si fort ce truc de Ani Lorot Seliot Freier. Je veux pas me faire avoir, je veux pas passer pour un mec qui se fait avoir. Et au truc le plus important, qui est ton économie, ta sécurité, tes impôts, on te prend les impôts parmi les plus chers de l'OCDE et tu n'as rien, tu as un niveau scolaire catastrophique. Pour les gens qui savent pas, à Kiryat Shmona, qui est, je pense, la plus grande ville du nord d'Israël, il n'y a pas d'hôpital. Imaginez, l'hôpital le plus près, il est à Tzfat. C'est-à-dire quand les missiles tombent et qu'il y a des vrais blessés, quand il faut une salle d'opération, c'est ou Gibor à l'armée, c'est ou sur une base militaire, ou c'est les hélicoptères qui t'emmènent à Tzfat. Parce que depuis 20 ans, Netanyahou, qui promet à chaque élection de leur construire un hôpital, il ne le fait pas parce que l'argent, il va chez les ultra-orthodoxes et dans les implantations. Et les gars, ils continuent à voter pour lui. Et pareil dans le sud, il y a l'hôpital du sud à côté de Beersheva qui a été touché pendant la dernière opération avec l'Iran en juin. Beersheva qui vote pareil, 80%, je ne sais pas combien, pour le Likoud, pour Netanyahou. Il n'a toujours pas mis de l'argent pour réparer l'hôpital. Et là, il vient de leur recouper encore. Donc, attends, je continue ma liste. C'était même pas fini. Si seulement ça s'arrêtait là, à l'identité juive des implantations. Alors, il y a le budget. Il y a le budget. Le budget pour les orthodoxes qui veulent quitter la... Alors, ça, on y arrive. Exactement. Les programmes visant à empêcher les jeunes de quitter les yeshivot, c'est-à-dire ceux qui pourraient aller à l'armée parce qu'ils sont déjà partis. Ils se posent une question. Imagine, t'es jeune, t'as 18 ans, t'es ultra-orthodoxe. Et il se dit, le gars, non, quand même, c'est pas pour moi. Ouais. Non, il se dit, c'est pour moi, mais je vais faire une pause. Je vais aller à l'armée et puis après, je retournerai dans mon collège. Non, mais c'est même pas ça. Là, tu parles t'es dans le meilleur des scénarios. C'est des mecs qui juste sont plus... Ils ont comme des jeunes qui vont plus à l'école, qui font l'école buissonnière. C'est des mecs qui sont plus... Donc, on parle de dizaines de milliers, on parle pas de quelques-uns.
qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans la yeshiva, qui sont pas là pour voilà. Donc le gouvernement israélien, en temps de guerre, vient mettre 49 millions de shekels, non pas pour donner des ordinateurs à tous les parents qui ont besoin que leurs enfants... Ou construire des bunkers dans le sud. Mais pour mettre en place des programmes visant à empêcher les jeunes de quitter les yeshivot. Donc ça, c'est quand même dingue. Tu sais combien c'est le budget du Migoun de Kol Hatzafon, de tout le Nord? Donc les bunkers de tout le Nord, ouais. Non? Parce que là, tu as dit 49 millions, les gens ils se disent, ouais, mais ils ont pris ça sur des milliards. Tous les bunkers du Nord, le budget qui est passé, là, c'est 6 millions. Je ne sais pas si tu en construis... Oui. Pourquoi? Pour le Migoun, chez Hatzafon. Pour renforcer donc, les pour solutions oui. Pour créer des abris, parce qu'il n'y en a pas assez. Pour construire des abris dans 6 millions 6 millions. C'est rien, 6 millions. Ben, c'est même, je sais pas si tu peux en faire un. Je croyais que tu t'es trompé, j'allais dire non, 6 milliards, et en fait... Non, c'est 6 millions. Ça en dit long. Et imagine le nombre de kibbutzim qu'il y a là. Tu as Iftar, Kiryat, Malkia... Mais, je lis 50 millions pour renforcer et développer des infrastructures de sécurité dans les implantations en Cisjordanie. Bah oui, parce qu'eux, ils s'en mangent beaucoup des missiles, c'est bien connu. Alors, pour ceux qui ne captent pas, c'était de l'ironie, parce qu'effectivement, ils ont d'autres problèmes liés au fait qu'on développe des implantations dans des territoires qui sont censés laisser place à l'État palestinien. Et donc, soutien aux autorités locales pour la surveillance de la zone C en Cisjordanie, donc de la zone où il y a des implantations juives israéliennes en Cisjordanie, 45 millions de shekels. Et donc, c'est tout ça sans compter 1,3 milliard de shekels supplémentaires pour renforcer les réseaux d'éducation ultra-orthodoxes qui sont liés aux partis ultra-orthodoxes dans le gouvernement. Voilà, on en est là. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Comme ouais, ça, je suis désolée de la longue liste, mais je pense que c'est important en fait pour comprendre un peu. C'est important de savoir, parce que souvent les gens, quand tu sais pas exactement ce qui se passe dans la politique israélienne, tu te dis bah c'est comme partout, c'est la gauche, c'est la droite, oh là là c'est gaucho, ils sont jamais contents, il y a la guerre, franchement. Et ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que la plupart des gens de gauche sont ceux qui font l'armée, en gros. Si tu regardes la coalition à Netanyahou, t'en as au moins un tiers qui y vont pas. Et dont les enfants n'y vont pas. T'en as au moins un tiers qui y vont pas sur toute cette coalition. Et sur les autres, je sais pas. Enfin... Non, final, et en fin de compte, c'est le monde à l'envers, quoi. Et c'est ces gens-là qui vont te dire, c'est nous les patriotes, et ils vont aller taper sur un Yair Golan, par exemple, qui est le mec qui, le 7 octobre, a pris un fusil et est allé de son plein gré, qui a été sauver des gens à Nova, à Reim, à Nova, et c'est lui qu'on va traiter de traître à la patrie. Et ça marche. Mais c'est incroyable. Mais ça marche parce qu'il n'y a pas d'opposition. Ça marche. Oui, mais ça marche parce qu'il n'y a pas d'opposition. Alors, c'est un peu de notre faute. Ah bah c'est beaucoup de notre faute. S'il n'y a pas d'opposition, c'est qu'on leur laisse le terrain. Mais parce que les gens pensent que l'opposition, et ça, bon, c'est un peu partout, mais comme si c'était un front uni contre, en l'occurrence, le gouvernement. Mais c'est pas le cas. On est une opposition où il faut savoir que, parce qu'il y a un seuil d'éligibilité à la Knesset, et à la Knesset actuellement, on n'a plus le parti Meretz, qui était un parti de gauche, qui avait en général 4, 5, 6 voix. Donc, on se retrouve avec le seul parti de gauche qui est Avoda, aujourd'hui les démocratismes, avec 4 députés seulement. Et ensuite, tout ce qui est après, jusqu'à Benny Gantz qui est censé être l'opposition, mais qui au final, une fois sur deux, est avec Netanyahou et qui est une catastrophe sans nom pour, au final, comme résultat, garder Netanyahou au pouvoir. Et on a du Lapid, du Eisenkot, ou peut-être qu'on a des points communs, mais au final, comme tu dis, moi je trouve que c'est très représentatif, au final, et très symbolique, quand on voyait Ergolan qui mène les démocratismes, qui mène le mouvement de protestation avec ses 4 députés qui se battent au quotidien. Bien sûr qu'il y en a d'autres dans l'opposition qui sont super et qui font des trucs très bien et qui font un travail parlementaire super, mais on est dans un moment historique qui voudrait que l'opposition soit prête à se battre profondément. Bien sûr, je parle de se battre avec des outils démocratiques, mais c'est un peu
ni fait ni à faire en fait. Et moi, c'est ça qui me rend folle parce que je me dis, face à un gouvernement comme ça qui a pour intention affirmée, déclarée, prouvée de se battre contre nous et qui utilise les fronts extérieurs de guerre comme un front de diversion, quand est-ce qu'on se réveille, quoi? T'as vu, on n'a pas eu d'alerte depuis tout à l'heure. Moi, j'ai un petit sujet, Ronnie, où j'aimerais bien qu'on en parle juste avant de finir. Ouais, on arrête de vous parler de politique, on vous a cassé les oreilles là. Il y en a, ils doivent se dire, mais de quoi ils parlent? Bah non, c'est pour ça qu'ils nous écoutent, c'est pour ça non? qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là. Alors, si vous vous attendiez à autre chose, il faut nous tenir au courant. Si le but, c'est de parler de Shlomo Artzi, on pourra le faire, mais peut-être la prochaine fois. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'a plus le temps, mais je pense que c'est un sujet important. On a le temps. Parce qu'on fait un double, parce que c'est la guerre. J'invente. Et moi, je voulais parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours avec une proposition historique. Moi, j'aurais toujours rêvé d'entendre et qui est passé vraiment comme si de rien n'était. Le président libanais qui propose une négociation directe avec Israël. Qui refuse. Alors, avant de passer sur et refuse, on va rester sur la proposition. Proposition historique. On est d'accord. Invraisemblable. Moi, je t'en parle, j'ai des frissons. Explique pourquoi c'est historique. Parce qu'il faut comprendre, encore une fois, les gens qui ne connaissent pas le Moyen-Orient et la relation entre Israël et le Liban et ce qui se passe au Liban, parce qu'il faut savoir aussi la politique interlibanaise et tout ça, c'est compliqué. Pourquoi donc une négociation directe entre le gouvernement libanais et Israël, c'est de la science-fiction. Une négociation. Déjà reconnaître l'existence d'Israël en tant qu'entité diplomatique, c'est invraisemblable. Donc, depuis la création de l'État d'Israël, le Liban est vraiment un des pays qui nous aime le moins. Voilà, je ne savais pas comment le formuler. Avec une sorte quand même de rêve israélien qu'un jour on ira passer le week-end à Beyrouth et que Beyrouth c'est comme Haïfa. Et il y a quand même une aura comme ça, un ethos comme ça. Colonialiste comme ça non, des années 50. Non, parce que ça fait le Liban. Arrête, il y a suffisamment de merde colonialiste. Ça fait le Liban des années 50, tu sais, où tu es là, la Indiana Jones avec ton kéfier. Oui, ça vient peut-être du mandat britannique ou de la vision britannique franco. J'en sais rien. Ça vient mais il y a toujours ce truc que les Israéliens disent, oui, le Beyrouth, vous savez, c'est comme Haïfa, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc il y a quand même on n'a pas ça avec Damas. Non, on se dit pas, un jour, on ira passer le week-end à Damas. Il y a un truc avec le Liban, parce que l'histoire, je pense, l'histoire coloniale aussi, mais il y a un truc de peuple aussi, je pense. Oui, parce avec les a priori, on n'a Liban, rien contre les Libanais. Enfin... Ouais. A priori. Bon, on n'a rien contre personne, a priori, si on ne veut pas nous exterminer. Quand tu y penses. Contre qui on a quelque chose? Les Bretons? Même pas. Non. On n'a pas encore commandé les beepers pour les Bretons. Bon, et donc, du coup, le Liban... ça a toujours été un peu ce truc de faut accepter qu'il n'y aura jamais vraiment la paix. Enfin, de toute façon, il y a le Hezbollah, il y a des problèmes internes au Liban, donc entre des minorités, des différences culturelles, ethniques au Liban, avec des problèmes vraiment de violence interne. Donc, ils ont leurs propres problèmes indépendamment de nous. Et avec le Hezbollah. Comme le Hezbollah qui fait partie du Parlement. Voilà, qui est financé par l'Iran avec un but très clair de détruire l'entité sioniste, de détruire Israël, et qui sont, voilà, comme tu dis, dans le Parlement, et donc qui sont vraiment... je pense qu'il y a une peur que si on... de représailles, quoi. De représailles, et surtout de déstabilisation, de guerre civile et tout. Donc il y a vraiment toujours cette dynamique où on a l'impression, en tout cas nous en tant qu'Israéliens, que le problème du Hezbollah, c'est notre problème à nous en tant qu'Israéliens. Et là... Parce que justement, les Libanais, il faut quand même mettre les points sur les i, ils n'arrivent pas à dealer avec le Hezbollah. Donc eux, ils font le Hezbollah, it is what it is. C'est le sud du Liban, c'est à eux, on leur laisse. Et puis ils font là-bas un peu leur Far West, ils font ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils balancent des missiles, des roquettes sur Israël. Des drones avec des explosifs. Des drones, ils font des attaques. Bref, ils avaient prévu un 7 octobre. Ils font, c'est leur raison d'être.
Et ils ont leurs quartiers généraux à Beyrouth. Et le gouvernement libanais je sais pas, les 80% du reste des Libanais, ils regardent ça en se disant on peut rien faire. Et là, le héros Macron For sure. rentre dans l'arène. J'ai pas mes lunettes de soleil. Vous nous excuserez pour le cynisme ambiant quand on parle de la politique du Quai d'Orsay. Vas-y. Carrément. For sure. Voilà. Donc, c'est pas des aviateurs bleus, tu me diras, mais ça passe. Ouais, grosse. Et donc, Macron propose son truc de j'ordonne à Israël 2 semaines d'arrêt de combat pour qu'on puisse désarmer le Hezbollah et donc amener. Oh oui, non, mais c'est moi. Lui. Moi, je. Et donc, Macron s'offusque qu'Israël ne l'écoute même pas. C'est-à-dire, je crois qu'Israël n'a même pas répondu, tu vois, c'est dire. Après sa reconnaissance unilatérale de la Palestine, qui a servi à grand-chose. Ouais, ça a vachement servi. Et donc, je pense qu'a priori, c'est une bonne idée, tu vois, ce truc de 2 semaines pour démilitariser. Mais en fait, t'attendais quoi ? Et à Gaza, t'attends quoi ? Et en fait, tu crois qu'on va te faire confiance, mais Mais en plus, il parle. Occupe-toi des Juifs de France, merde. Il sait rien. Enfin, il parle sans savoir. C'est-à-dire que quand tu demandes un arrêt de 2 semaines, est-ce que tu parles au Hezbollah ? Est-ce que tu leur demandes de s'arrêter pendant 2 semaines ? Qui aussi, genre ça y est, accepte. En France, ils veulent pas de toi. Alors nous, pourquoi on voudrait Il y a un moment, arrête. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. C'est dingue, quoi. Non ? C'est ce truc à la française de nous, on va réussir à faire... à faire la merde au Moyen-Orient, quoi. Non, on est les diplomates du monde. On va réussir à faire, grâce à notre diplomatie, au rayonnement de la France, on va réussir à faire s'arrêter les choses. Ils vont nous écouter. Ouais, alors qu'ils ont... quoi, mais bon. Ouais, non, mais alors que personne les écoute. Et puis en plus, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe sur le terrain, quoi. Tu as le Hezbollah, franchement, qui a balancé cette nuit 200 missiles. T'étais où, toi ? Et si tu veux... Et en plus, quand t'as pas la force physique de te faire écouter, de quoi tu parles ? Non, et puis tu veux pas que les soldats français meurent, donc c'est légitime. Envoie la Légion étrangère, pas de problème. Si envoie le Charles de Gaulle en Méditerranée, fais arriver les paras au sud Liban, tu déploies la Légion étrangère et tu prends le terrain et après tu parles et après tu dis ok. Non mais c'est que des paroles en fait. Mais tout le monde se fout de sa gueule en fin de compte parce que tout le monde sait qu'il parle mais qu'il va rien faire. Alors mettons Macron de côté et revenons au président libanais qui proposons pour la première fois un truc donc justement sans puissance européenne, américaine, du direct. Et il propose au gouvernement israélien, commençons des négociations. Le mot paix n'a pas été prononcé parce que Chasve Khalila, il ne faut surtout pas prononcer ce mot qui fait peur à tout le monde. Mais pour la première fois, nous, qu'est-ce qu'on entend ? Le Liban comprend qu'on a un problème commun entre Israël et le Liban, qui est le Hezbollah. On a pour la première fois un courage politique qui dit... Non pas Israël est responsable des déplacés, Israël est responsable, il faut les attaquer, etc. Qui dit, bien sûr que ce n'est pas nos amis et qui ne nous aiment pas pour autant, mais qui dit le problème c'est le Hezbollah, et tant qu'on n'arrivera pas à retirer les armes de ce groupe terroriste, c'est mes citoyens, les miens, le Liban, j'en ai rien à faire d'Israël, c'est moi qui en souffre. Et donc ça, c'est un shift qu'on n'avait jamais vu. Parce mais encore une fois, ils disent quelque chose que tout le monde sait, clairement. Ils disent quelque chose que beaucoup de gens, je pense, pensent au Liban depuis des années, parce que les Libanais, ils ne sont pas bêtes non plus. Ils le savent que ceux qui leur pourrissent la vie, ce n'est pas les Israéliens, c'est le Hezbollah. Et donc, il il n'y avait pas de volonté politique. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il va y avoir derrière cette volonté politique, est-ce qu'il va y avoir une volonté, on va dire, tactique ? Est-ce qu'il va envoyer l'armée
libanaise, parce qu'ils ont quand même une armée, c'est pas l'armée très américaine. De toute façon, quand tu as un pays, et quand tu es le gouvernement d'un pays, tu dois savoir faire la loi dans ton pays, sinon tu gouvernes. Sinon, comment tu gouvernes? Tu as un pays comme le Liban. Ok, donc c'est pas vraiment un gouvernement si tu n'arrives pas à gouverner toutes tes provinces. Dans quoi tu es un gouvernement? Si tu n'arrives pas à te faire entendre, à faire régner l'ordre dans les provinces du sud de ton pays. Donc, ouais, mais bon, on n'est pas entre Luxembourg et la Suisse. On est quand même au Moyen-Orient, c'est le bordel. Il y a les impacts du colonialisme, les impacts d'une division territoriale absolument qui n'avait aucun sens. Et donc, les Israéliens, ils savent très bien que oui, ok, tu veux faire la paix, ok, mais nous, on a un job à faire. Et notre job, c'est, pendant que là, il y a ces 2 semaines de guerre, c'est d'essayer d'éradiquer toutes les infrastructures du Hezbollah, parce que c'est pas vous qui... Mais tu t'y crois, toi? Moi, j'y crois pas. Regarde ce qui se passe tous les... C'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est que je vois ce que fait l'armée. Et encore une fois, moi, je fais la différence entre l'armée et le gouvernement. Parce que le gouvernement, ils parlent, ils font des trucs et tout ça, mais l'armée, les généraux qui sont à l'armée, moi, je leur fais confiance. Oui, mais c'est le Derek Medini, c'est quand même les ministres qui choisissent quelle est la politique. Est-ce que l'armée, elle doit être prête? Mais si le gouvernement dit on reste au Liban, on s'installe, on fait un kibouche du Liban, on prend le sud Liban et on l'intègre. Au final, ces décisions-là, je te parle pas encore de ça. Je te parle juste du fait d'aller au moins d'essayer d'attaquer les infrastructures du Hezbollah et de les faire disparaître pendant que tu peux. Ouais. Parce qu'après, bon, il y a un cessez-le-feu et ce qui se passe, c'est que le Hezbollah, dès qu'il y a un cessez-le-feu, ils se mettent à reconstruire. Oui, mais donc du coup, là, tu as eu exactement une parole d'Israélien. Mais moi, j'ai envie de te dire, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que... Moi, je suis israélien, moi. Bah oui, moi aussi, mais tu vois ce que je veux dire? Mais pas comme toi. Toi, t'es une gaucho. Tell me about it. C'est justement ça. Tu vois, c'est ce truc de... On a accepté que on est dans un cycle spirale. Mais t'as pas le choix, parce que mais le gouvernement libanais nous propose autre chose. Et nous, pour la première fois, Ronnie, on nous propose autre chose et on n'a même pas considéré, parce que ce gouvernement veut la guerre, parce que ce gouvernement, il se nourrit de la peur, du manque de sécurité. Si tu me parles du gouvernement Netanyahou, oui, je suis d'accord avec toi, qu'il aurait dû relever l'histoire. Et l'armée, ils peuvent pas te dire je te parle pas de l'armée. Mais négociations. pendant ce temps-là, l'armée continue leur job. Bah oui, on va avoir des soldats qui meurent et regarde ce qui se passe dans le sud Liban, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe humanitaire. Encore une fois, je soutiens. Israël n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Ouais, mais quel choix là? Mais le prix humain. On est d'accord, mais quel choix t'as quand t'as les gars qui sont en face? Mais on n'a pas le choix, mais justement, là, on a un choix. On avait un choix. Oui, on peut toujours entamer la discussion avec le gouvernement libanais. Moi, je suis pour. Mais même si cette discussion commence, c'est pas que demain le Hezbollah va arrêter les roquettes. Non, mais tu dis, il faut que le gouvernement prenne contrôle du sud Liban et des positions. Mais c'est où nous ou les Libanais? Pas forcément. Ou les casques bleus. Attends, t'as oublié la finule, quoi. Ou les casques bleus. Les Espagnols. Oui, mais tu vois, au final, cette pensée, moi, je suis d'accord, mais en fait, on nous fait croire qu'il n'y a plus d'options. Et en fait, Trump, dans sa folie, il apporte aussi énormément d'options auxquelles on n'a jamais pensé. C'est pas qu'on nous fait croire qu'il y a... Oui, mais pendant longtemps, j'ai fait longtemps des réserves au sud Liban et j'ai fait tout mon service militaire au Liban. Je me rappelle des endroits où il y avait les casques bleus. Et donc, tu avais des petites bases et tout le monde savait qu'à côté de ces bases-là, il y avait des bases du Hezbollah. Et les casques bleus, ils étaient censés, en fin de compte, être là pour les empêcher de créer ces infrastructures. Et nous, on les regardait. Alors, c'est évident qu'on n'avait pas le droit d'attaquer les infrastructures du Hezbollah parce qu'elles étaient trop près des infrastructures des casques bleus. Et c'était évident que les gars, ils faisaient ça exprès. C'est-à-dire, ils se mettaient à côté de la FINUL ou de l'ONU. Mais bien sûr. Et personne n'était là pour les arrêter. Et pendant des années, ça a continué cette histoire-là. L'armée libanaise, elle est jamais descendue dans le sud. Et à la fin,
eh ben, il ne reste plus que toi. C'est ou toi ou les missiles qui tombent sur Kiryat Shmona, sur C'était tous quand les que tu étais kibbutzim. au Liban? Moi, j'ai fait mon service entre 90 et 93, la plupart de mon service au Liban. Et c'était à l'époque où il y avait cette zone de défense. Donc, c'est-à-dire qu'on était dans le Liban. C'est-à-dire dans le une sorte de no man's land comme ça. Il y avait un no man's land d'une dizaine de kilomètres, ça dépend des endroits jusqu'au... Ce qu'ils appellent une ceinture de sécurité. Oui, jusqu'au Litanie, un peu jusqu'au... ouais. Et Israël s'est désengagé, ça veut dire qu'on est parti du sud Liban. Mais à l'époque, moi, quand j'y étais, c'est-à-dire il y avait des bases qui étaient dans le Liban, dans le sud Liban. Mais pour protéger justement les citoyens pour engager le Hezbollah. Dans le nord. Et c'est ce qu'on faisait toute la journée. Oui, mais tu vois, tu dis on ça, allait les chercher. Tu dis ça et tu dis c'était censé aujourd'hui. Mais quand tu regardes la situation. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Ça fait 20 et ans. Après, et après, donc, il y a eu ce désengagement. Le jour où Ehud Barak s'est désengagé du Liban, tout le monde a applaudi. Genre, c'était super. Bien sûr. On n'avait plus... Mais le problème, c'est que le lendemain, le Hezbollah est descendu dans le sud. Encore une fois, on est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que c'est une proposition historique. Et il n'y a personne qui est venu dire au Hezbollah, les gars, on avait dit qu'on arrêtait. Et on vous a rendu le sud Liban. Et non, les gars, ils ont commencé à créer leurs bunkers. Mais ce que tu dénotes là, c'est justement le problème de la politique israélienne de Netanyahou, qui est en fait une guerre pour le chaos, et pour montrer qu'il y a une insécurité permanente, et surtout une guerre qui n'a pas... Attends, laisse-moi finir. Une guerre qui n'a pas de traduction dans une politique diplomatique. C'est une guerre qui ne sert à rien. Et elle ne sert que Netanyahou. On n'arrive pas à traduire. Il ne veut pas traduire on est d'accord. Les succès militaires dans des politiques qui vont amener la paix. Je suis d'accord avec toi que Netanyahou se sert. Parce que c'est, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, c'est un très grand opportuniste et au niveau politique, c'est un grand stratagème. Il sait ce qu'il fait. Il se sert de ça et pour sa survie politique. Mais encore une fois, et il est très mauvais au niveau diplomatique international. C'est pas lui qui va faire la paix avec le Liban et tout ça. Mais encore une fois, si demain, par exemple, il y avait Yair Golan qui était élu ou Bennett ou peu importe, le problème du Hezbollah reste le même. Tu peux commencer des négociations avec le gouvernement libanais. Yair Golan, demain, crée sa coalition, tout ça, la gauche, les Arabes, ce que tu veux. Et il commence à parler avec les Libanais. Ça n'empêche pas que les missiles continuent de tomber. Je suis pas d'accord avec toi. Le Hezbollah, il s'en fout de tes coalitions. Mais bien sûr, mais c'est comme Daesh, c'est des organisations terroristes. Il faut les arrêter. Oui, mais tu les arrêtes pas en discutant ou en changeant le gouvernement israélien. Tu les arrêtes en mettant en place... Donne-moi un gâteau, s'il te plaît. Tu les arrêtes en mettant en place des structures qui vont retirer leur pouvoir et qui vont créer des pouvoirs alternatifs. C'est-à-dire, à Gaza, quand on dit il faut désarmer le Hamas, évidemment que si on laisse... Qui va désarmer le Hamas ? Qui va désarmer le Hamas ? C'est différent, parce que, en l'occurrence, c'est censé être... Qui va désarmer le Hezbollah ? Encore une fois, je te dis, moi, je suis pas... Non, le Liban, il y a un gouvernement. Mais oui, mais ils font rien. Ils peuvent pas. Attends, mais tu te rends compte, c'est comme si là, tu joues vachement ce que j'entends des gens qui soutiennent ce gouvernement. On a déjà essayé, ça n'a pas marché. Mais en fait, ça marche jamais jusqu'au moment où ça marche. Moi, je suis d'accord. Oui, d'accord. Attends, arrêtons-nous une seconde. C'est évident. Ok. Mais c'est pas que demain ils vont s'arrêter. C'est un truc que tu vas commencer. Tu vas commencer un engrenage. Mais va savoir, comme Oslo, c'était censé avoir des étapes. Et le problème, c'est que ces étapes, elles sont pas allées au bout. Et donc, on est resté dans la merde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et encore une fois, moi, je suis pas pour Netanyahou. Et si demain, il y avait un changement de gouvernement, je serais le premier à applaudir. Moi, j'irais voter pour... tu me dis un nom et j'y vais. Peu importe. Mais encore une fois, là, les tirs du Hezbollah, ils sont sans rapport avec le gouvernement israélien. Ils sont en rapport avec le fait de ce qui se passe en Iran. Mais bien sûr. Et ils auraient tapé sur Israël, peu importe qui est au gouvernement, même s'il y avait un Rosh Memchala arabe, même si c'était Ahmed Tibi qui était Premier ministre. What's next ? What's next ? On est d'accord. What's next ? Il faut une alternative. Il y a vraiment des succès... Attends, il n'y a plus Nasrallah, il y a eu les beepers, on pensait vraiment que le Hezbollah était affaibli, peut-être pas autant qu'on nous l'a dit, mais il y a un moment où ces cycles de haine,
si on ne les arrête pas avec une proposition politique, diplomatique, on s'embourbe dans une guerre à perpétuité, ce qui est la réalité d'Israël aujourd'hui. Et je ne suis pas naïve, je ne dis pas que c'est de la faute de Netanyahou, vraiment, ils veulent nous exterminer, il n'y a pas de question. Peut-être ce qui va faire changer les choses, c'est faire tomber les mollahs. On ne sait jamais. Oui, mais est-ce qu'on va y le Parce faire ? que s'il n'y a plus l'argent pour payer le Hezbollah, parce que le Hezbollah, c'est un proxy de l'Iran. Si l'Iran tombe, si le gouvernement iranien, le régime iranien tombent et qui sont plus à payer. Il n'y aura plus de Hezbollah. Mais c'est pour ça que Macron, au lieu de nous dire prenez 2 semaines de vacances dans le sud Liban et on va régler le problème du Hezbollah, il ferait mieux de s'occuper de l'Iran et de rentrer dans la guerre et de faire quelque chose qui va vraiment... Tu as tout à fait raison. Mais même l'Iran, c'est pas de l'Iran tout seul, c'est l'Iran pour la Chine, c'est la Chine. Donc il y a un moment où... Donc on est d'accord que cette guerre, elle n'est pas... c'est pas qu'on est vraiment des vats en guerre, c'est qu'on n'a pas le choix et que peut-être qu'à la fin de cette guerre, on aura réussi à faire tomber le régime iranien, à décapiter le Hezbollah, les Houthis. Je ne sais pas, peut-être. You never know. Et puis après, peut-être que non. Mais au moins, on aura essayé. Là, au moins, on a Trump avec nous ce coup-ci. C'est la première fois que les Américains sont qu'il y a des frappes coordonnées américaines, israéliennes. Peut-être que ça va servir à quelque chose. Écoute, l'avenir nous le dira. J'ai regardé ce que j'ai trouvé. On a trouvé des pins. C'est pas une pub. On n'est pas du tout subventionné par qui que ce soit, si vous vous posiez la question. Hein. Et ben, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, peut-être. Pour cette semaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'on a... Ouais. On vous a bien... Il y en a pour 2 heures. Là. On a bien papoté. Ouais, on va peut-être couper, je sais pas. 1h30 au moins. Non, mais il y a la guerre, donc c'est des épisodes doubles. C'est comme ça. On est large. Merci de nous avoir écoutés. On reste très fun. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et on vous invite à partager, à suivre et à nous écouter et à nous envoyer vos commentaires, les choses qui vous intéressent, les questions. Et on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Je touche du bois. À bientôt. Ciao.